France à vivre de l'intérieur. Pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, nous sommes dans l'Antiquité, en pleine guerre entre les Romains de Jules César et les Gaulois de Vercingétorix. Le coup de grâce. Nous sommes au printemps de l'année 52 avant Jésus-Christ. Vercingétorix s'est replié sur Gergovie, capitale arverne, oppidum redoutable, forteresse imprenable. Pas de quoi décourager Jules César pourtant. S'en emparer est une priorité. Alors tous les moyens sont bons. Ruse, assaut, alliance. Mais rien n'y fait. Le siège est un échec. Une déroute même pour le grand chef romain. Le bilan est lourd, 700 hommes, et parmi les officiers, 46 centurions meurent au combat. Pour Vercingétorix, quelle victoire! Le général gaulois avait ensuite un plan bien ficelé. Harceler les Romains par des assauts répétés jusqu'à l'hiver pour les épuiser, et ensuite les chasser. Ces hommes maîtrisent cette tactique, et ils l'assaient efficace contre les légions romaines plus lourdement armées. Mais finalement, peut-être par excès d'orgueil après sa victoire à Gergovie, peut-être trop confiant dans la force de sa cavalerie, Vercingétorix renverse ses plans. Il attaque frontalement les légions romaines près de Dijon. Évidemment, celle-ci trop forte dans ce genre de combat remporte la victoire. Vercingétorix rend-il alors les armes? Certes pas. La bataille de Dijon est perdue, mais pas la guerre. Vercingétorix a encore des cartes dans son jeu. Alésia est toute proche. Il compte en faire une nouvelle Gergovie. Alésia, c'est d'abord une forteresse. Elle domine sur un plateau les vallées environnantes et surtout, elle est défendue par ses murs gaulois, admirés de César lui-même dans ses récits. Alors, 80 000 hommes, mais aussi des femmes, des enfants et des vieillards s'y enferment, confiants. Côté romain, la décision est prise. Alésia est imprenable, qu'elle le reste. César ne planifie pas d'assaut. Il organise le siège, comme une araignée tisserait sa toile. Irrémédiablement, patiemment et inlassablement. Rien n'est laissé au hasard. Pas une brèche que les Gaulois ou leurs alliés pourraient exploiter. Rien. César ne laisse aucune chance aux Gaulois. Ils mourront ou se rendront. Le légionnaire Cassius est là d'ailleurs, qui creuse, souffre et transpire pour ériger la multitude de pièges pensés par son chef César. Des bâtons, armés de pointes de fer d'abord, mais aussi des sortes d'entonnoirs creusés dans le sol et plantés de pieux invisibles mais acérés. Des barrières de branchage, 2 fossés de 4 mètres de large, dont un rempli d'eau, une palissade haute de 3,50 mètres, 23 postes fortifiés, abritant 1800 hommes chacun. Impossible de sortir d'Alésia. Impossible également d'y entrer. César a fait établir la même ligne de défense de l'autre côté de ses troupes. Aucune armée de secours ne pourra dès lors la franchir. Cassius connaît le principe du siège. Empêcher les assiégés de sortir, empêcher les renforts de rentrer. Et attendre. Attendre d'affamer ceux qui se sont enfermés eux-mêmes dans ce piège fortifié. Il sait tout cela. Mais c'est avec effroi tout de même qu'il devine au loin les portes de la ville s'entr'ouvrir. Par elles se faufilent, oui c'est bien ça, des enfants, plein d'enfants, des femmes, des vieillards. Les fameuses bouches inutiles qui gaspillent le précieux pain des guerriers. Pour ne pas les sacrifier lui-même, et peut-être aussi pour tenter de les sauver, Vercingétorix leur ordonne de quitter l'oppidum. Ils s'avancent vers les lignes romaines. Leurs ennemis auront-ils pitié d'eux? Les sauveront-ils de la faim? Mais César reste implacable, et les portes d'Alésia ne s'ouvriront plus pour eux. Ils errent, ils meurent. Inhumaine et cruelle, voilà la guerre.
Hélas, ce geste ne change pas le cours du siège et à l'intérieur de la citadelle, les survivants ont perdu tout espoir. Vercingétorix comprend qu'il a perdu. On lui amène son cheval, il l'enfourche, jette un dernier regard sur sa capitale et, galopant vers César et vers sa mort certaine, il jette ses armes aux pieds du vainqueur. Sans un mot. On ne sait toujours pas aujourd'hui avec certitude où se situe le fameux site de cette défaite tragique. On en connaît toutefois bien le siège, son déroulé et son dénouement, par le récit de César lui-même dans son commentaire de la guerre des Gaules. Évidemment, c'est le regard romain porté sur les événements qui est raconté dans ce récit. Il s'agit donc d'un témoignage essentiel, mais comme c'est le seul, il faut le lire avec prudence et chercher des indices ailleurs, dans l'archéologie par exemple. Vercingétorix, quant à lui, attend 6 ans dans une prison romaine. Le temps pour son ennemi d'organiser son triomphe. Il est finalement traîné et exhibé derrière le char du vainqueur, à travers toute la ville. Une fois sa soumission exposée et le prestige de César démontré à la population, le chef Arverne est étranglé dans sa geôle et finit ainsi sa vie de résistance. Et après, que se passe-t-il pour le reste des Gaulois? Que devient la Gaule une fois conquise? Tu connaîtras la réponse au prochain épisode. À bientôt! Il y a du monde derrière cet épisode. Audrey Souriau, d'RCF Méditerranée pour les studios, la technique et le montage, Hélène Rassendren pour la voix, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught, pour le texte.